Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet, ouais, un peu intense, c'est vrai, mais super important si on veut comprendre le monde de demain. On va parler d'effondrement. L'idée, c'est de décrypter ensemble cette théorie en se basant sur les analyses d'Yves Cochet. Le but, c'est vraiment de comprendre, pas de paniquer. Allez, on y va. Quand on est jeune, on pense forcément à l'avenir. Les études, le premier boulot, les voyages qu'on va faire. On s'imagine souvent un futur hyper technologique, un peu comme dans les films de science-fiction. Mais est-ce que c'est vraiment la seule voie possible? Et si, finalement, le futur était radicalement différent de ce qu'on imagine? Et voilà, la phrase qui fait un peu froid dans le dos. C'est une prédiction, disons-le, assez radicale. Elle vient d'Yves Cochet, qui n'est pas n'importe qui, c'est un ancien ministre de l'Environnement et il est aussi mathématicien. Quand il dit ça, il ne parle pas d'une petite crise passagère, non, il parle bien d'un effondrement. C'est cette idée choc qu'on va essayer de décortiquer. Bon, première partie, un diagnostic choc. Avant d'aller plus loin, commençons par le début. Ça veut dire quoi au juste l'effondrement? Et de quelle civilisation est-ce qu'on parle exactement? Il faut qu'on pose des définitions claires, histoire que tout le monde parte des mêmes bases. Alors, l'effondrement. Oubliez tout de suite les films catastrophes avec des zombies ou des astéroïdes. C'est beaucoup plus concret en fait. C'est simplement le moment où les services de base, ceux qu'on prend pour acquis, ne sont plus garantis pour la majorité des gens. Pensez-y. L'eau qui coule du robinet, la nourriture dans les supermarchés, un hôpital qui peut nous soigner, la sécurité dans la rue. Si tout ça n'est plus assuré par l'État, c'est ça l'effondrement. En gros, c'est la fin de ce qu'on appelle la normalité. Et la civilisation qui serait menacée, eh bien, c'est la nôtre. On l'appelle la civilisation thermo-industrielle. C'est un nom un peu barbare, mais c'est simple à comprendre. Thermo, ça vient du grec pour la chaleur, le feu. Pourquoi? Parce que notre monde tourne en brûlant des trucs, principalement les énergies fossiles. Et industriel, ça c'est facile, c'est parce que tout, absolument tout, de nos fringues à nos téléphones, est produit en série par des machines. Deuxième partie, on va aller voir un peu ce qu'il y a sous le capot. Pour piger pourquoi ce système pourrait être fragile, il faut regarder son moteur, son carburant. Alors qu'est-ce qui fait tourner notre monde moderne? Ce graphique, il est sans appel. Regardez bien, plus de 80%, 82% de toute l'énergie qu'on consomme dans le monde vient des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon. C'est juste monstrueux. Ça veut dire que quasiment tout ce qu'on fait, du chauffage de nos maisons au simple fait de regarder une vidéo en ligne, repose là-dessus, sur une source d'énergie qui, on le sait, n'est pas éternelle. Là, attention, c'est un point crucial pour garder l'esprit critique bien affûté. Dans toutes ces discussions, il faut absolument, mais vraiment, faire la différence entre deux choses. Ce qui est un fait scientifique, prouvé, indiscutable, et ce qui relève de l'hypothèse, c'est-à-dire d'une prédiction, d'un scénario pour le futur. Justement, parlons des faits. Voilà ce qui est certain. Premièrement, le pétrole est une ressource finie. Ça veut dire qu'il y en a une quantité limitée sous terre et qu'un jour, il n'y en aura plus. C'est pas une opinion, c'est de la physique. Deuxièmement, on sait que le pic du pétrole dit conventionnel, le plus facile à extraire, a été atteint en 2008. Et enfin, même si le pétrole de schiste a un peu repoussé l'échéance, on sait aussi qu'il s'épuise beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, ce fameux pic pétrolier, c'est quoi exactement? C'est une idée assez simple. Imaginez une courbe qui monte, qui atteint un sommet, puis qui redescend. Le pic, c'est le sommet. C'est le moment précis où on atteint la production maximale de pétrole dans le monde. Le truc important à comprendre, c'est qu'après ce pic, la production ne peut que baisser, définitivement. C'est une descente inévitable. Troisième partie, la vie après l'abondance. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ça changerait quoi un monde avec beaucoup moins d'énergie? Essayons d'imaginer un peu. Ce tableau, il montre bien le grand écart possible. D'un côté, aujourd'hui, nos baskets sont fabriquées en Asie, les avocats viennent du Mexique, c'est la mondialisation. De l'autre, demain, on passerait à la relocalisation, c'est-à-dire qu'on consommerait ce qui est produit localement. Fini les fraises en plein hiver. Pour les déplacements, pareil. Aujourd'hui, c'est l'avion, la voiture. Demain, ce serait plutôt la lenteur, le vélo, la marche. Et enfin, on passerait peut-être du tout numérique hyper complexe à des low-tech, des outils plus simples, plus robustes, qu'on peut réparer soi-même. Pour décrire ce monde, Yves Cochet a même inventé un concept un peu étrange, le ferrailleur-cueilleur. L'idée est la suivante. Si on ne produit quasiment plus rien de neuf, parce qu'on n'a plus l'énergie pour, l'activité principale deviendrait de récupérer ce qui existe déjà. Les objets, les matériaux de notre civilisation, tout deviendrait une ressource à recycler, à réparer, à réutiliser. Ce serait en quelque sorte la société de la débrouille. Quatrième partie, le silence des dirigeants. Ok, mais si le tableau est si sérieux, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. Pourquoi est-ce que les responsables politiques n'en parlent quasiment jamais ?
Pourquoi personne ne semble nous préparer à un changement aussi radical? Alors là, on entre dans l'analyse politique d'Yves Cochet. Et c'est important de bien le préciser, c'est son interprétation. Selon lui, les dirigeants seraient en quelque sorte aveugles. Pour lui, Emmanuel Macron croirait trop aux solutions purement technologiques, Marine Le Pen aurait une vision autoritaire pour gérer les crises, Jean-Luc Mélenchon serait aveuglé par la quête du pouvoir. Mais au final, selon Cochet, leur point commun, ce serait un refus de voir la réalité en face. Pour lui, l'époque de l'abondance et de la croissance infinie, c'est fini. 5e partie. Et c'est une partie importante, de l'anxiété à l'action. Parce que c'est vrai, en entendant tout ça, on peut ressentir une certaine angoisse. On appelle ça l'éco-anxiété, et c'est tout à fait normal. Mais l'objectif, ce n'est surtout pas de rester paralysé par la peur. La vraie question, c'est comment on fait pour transformer cette anxiété en force, en action concrète. Voici quelques pistes toujours inspirées de cette pensée. La toute première chose, et c'est peut-être la plus importante, ne pas rester seul avec ça. En parler, former des collectifs avec des voisins, des amis. Deuxièmement, développer des compétences manuelles, ce qu'on appelle la low-tech. Apprendre à réparer, à cultiver, à bricoler, des savoir-faire très concrets. Troisièmement, se reconnecter à la nature, comprendre que tout a un cycle. Et enfin, et ce n'est pas un détail, garder la poésie. L'art, l'imagination, ce sont des outils essentiels pour inventer un futur qui a du sens. Et ça débouche sur cette idée qui est peut-être la plus porteuse d'espoir de toute cette réflexion. Un monde qui serait matériellement plus sobre pourrait en fait être humainement plus riche. Moins de consommation, ça ne veut pas forcément dire moins de bonheur. Au contraire, ça pourrait être l'occasion de retisser des liens plus forts, d'avoir plus de solidarité et finalement de trouver un sens différent à nos existences. Voilà, on arrive à la conclusion. Et le point essentiel à retenir, c'est de ne surtout pas voir ce scénario comme la fin du monde, mais plutôt comme la fin d'un monde. La fin d'un système bien particulier qui touche à ses limites. Le message clé, il est là. Il ne s'agit pas de la fin de l'humanité, pas du tout. Il s'agit de la fin d'un système. Un système économique qui a fonctionné sur une illusion, celle que les ressources de la planète étaient infinies. Or, on sait bien que c'est faux. Bon, on a exploré ensemble la théorie d'Yves Cochet. Mais, et j'insiste vraiment là-dessus, ceci est une perspective. C'est une grille de lecture. Ce n'est pas une prophétie. Le but de cette présentation, ce n'est surtout pas de dire ce qu'il faut penser, mais de donner des clés pour réfléchir par soi-même. Alors la vraie question maintenant, elle est pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tout ça nous inspire? Quels sont les arguments qui semblent solides? Quels sont ceux qui paraissent peut-être plus discutables ou même exagérés? Le plus important, c'est de ne pas garder ça pour soi, d'en débattre, d'en discuter. C'est uniquement en confrontant les points de vue qu'on peut se forger une opinion solide et nuancée. Parce que l'avenir, lui, n'est pas encore écrit.